Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour votre rendez-vous santé. Ce soir, nous parlerons de santé mentale, plus précisément de dépression. Ce trouble mental courant touchant plus de 350 millions de personnes dans le monde. Les femmes sont 2 fois plus exposées que les hommes selon l'OMS. La dépression est l'une des pathologies mentales dont la prévalence est en augmentation en Algérie. Chez nous, la maladie fait l'objet souvent d'un sous-diagnostic ou d'un diagnostic tardif qui est à l'origine de retards dans la prise en charge et par conséquent de l'apparition de complications chez les patients. Ces complications qui se traduisent malheureusement par des conduites suicidaires. Justement, pour ne pas en arriver là, nous avons avec nous ce soir des invités qui vont tenter avec nous de nous expliquer comment repérer ce malaise, mais aussi comment pouvoir le traiter à temps, parce que la dépression est une maladie réversible si elle est détectée suffisamment tôt. Alors avec nous ce soir, le professeur Mohamed Taïeb Ben Athman, vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous ce soir Dr Amel Lahrache. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes également hypnothérapeute installé à votre compte. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, docteur Lahrache, l'idée que nous avons de l'hypnothérapie, c'est cette idée de cette capacité justement d'endormir les gens pour pouvoir un peu leur soutirer tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est exactement ce que vous faites? En effet, l'hypnose fascine. L'hypnose peut faire peur parfois. En fait, l'état d'hypnose, c'est un phénomène naturel que nous vivons plusieurs fois par jour. Lorsqu'on conduit, lorsqu'on lit un livre qui nous intéresse, lorsqu'on regarde un film ou tout simplement lorsqu'on est amoureux. Et en fait, l'hypnothérapie va utiliser cet état pour permettre à la personne d'aller chercher dans son inconscient qu'est-ce qui fait que telle ou telle chose ne fonctionne pas bien dans sa vie. Si vous voulez, c'est la voie pour donner la parole à l'inconscient et que le conscient et inconscient puissent trouver des solutions dans telle ou telle situation. Oui. Alors, professeur, notre thème aujourd'hui, justement, c'est la dépression. On va revenir à vous, Amel Lahrache. La dépression est devenue une sorte donc, de terme générique qu'on place un peu partout sur tous les malaises mentaux, mais on oublie souvent que c'est une maladie authentique qu'il faut identifier. Justement, comment fait-on pour reconnaître qu'une personne souffre de dépression? Effectivement, en termes génériques, en général, les gens, quand ils parlent de dépression, ils ne signifient pas la maladie qu'on a l'habitude de voir en psychiatrie. Quand ils parlent de dépression, c'est quelqu'un qui a fait par exemple une bouffée délirante, qui a fait un épisode de psychose, où il y a de l'agitation, un délire, etc. On lui qualifie de dépression. On dit qu'il a eu une dépression. Mais au fait, la dépression, c'est une authentique maladie qui se distingue par des symptômes assez particuliers. Lesquels, par exemple, c'est la rupture avec l'état antérieur d'un patient. Ça veut dire que c'est un état qui survient à un certain moment de son existence et où prédominent certains symptômes qui sont assez nombreux et qui témoignent de Est-ce qu'on peut les reconnaître, ces symptômes? Oui, et qui témoignent de la souffrance de l'individu et qui durent pendant une certaine période. Alors pour ce qui est des symptômes, je ne vais pas les donner dans la chronologie, mais ça peut commencer généralement par des troubles du sommeil, qu'on a tendance à banaliser. Par exemple, quelqu'un qui commence à avoir un sommeil relativement perturbé par rapport à d'habitude, bon, il va mettre ça sur le compte de la fatigue, du stress, du surmenage. Un excès ou un manque de sommeil? Généralement, c'est un manque de sommeil. C'est un manque de sommeil, mais dans le sens de la qualité, pas de la quantité. C'est que c'est un individu qui se réveille, par exemple, très tôt le matin. À partir de 2h, 3h du matin, pour lui, il fait déjà jour, il est en forme, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se rendormir comme il arrive à un individu normal. Il peut se réveiller, se rendormir, mais là, il aura des difficultés à se rendormir. Donc, cette insomnie qui peut persister pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, c'est généralement le premier signe d'alarme de la dépression. Ensuite, ça peut survenir aussi la perte de l'appétit. Quelqu'un qui commence à manger très peu ou qui commence carrément à ne pas manger, donc il va y avoir l'installation de l'amaigrissement. Ces deux symptômes, généralement, c'est les symptômes d'alarme de la dépression. Ensuite, il y aura d'autres symptômes, c'est la tristesse, qui est le signe pathognomonique de la dépression. C'est-à-dire que c'est ce signe qui caractérise ce que c'est que la dépression. Quelqu'un qui a le dégoût vital, qui n'a plus envie... Qui pleure facilement. Qui pleure facilement, qui n'a pratiquement plus envie de rien faire, qui n'éprouve plus du plaisir, qui n'a plus de projection dans l'avenir, et c'est quelqu'un qui a envie de mourir, etc. etc. Voilà un peu les symptômes de la dépression en général. Oui. Alors, d'une manière générale, c'est tout le mécanisme du corps qui est un peu altéré. À ne pas confondre la dépression avec la déprime, qui est plus courte.
La déprime, comme on l'appelle, c'est un petit passage à vide, comme Oui. on l'appelle. C'est quelqu'un qui passe quelques jours. Parce qu'en voyant un peu ces symptômes, peut-être que beaucoup de gens vont dire oui, on souffre de manque de sommeil, il y a des moments où on a envie de rien faire. Eh ben justement, je voulais faire le distinguo pour que les gens ne se reconnaissent pas, du moins dépressifs à travers cette émission. Oui. C'est qu'il arrive tout à un individu d'avoir des petits soucis, d'avoir une surcharge professionnelle, d'avoir énormément d'émotions et qui peut passer 2, 3, 4 jours dans un état qui s'apparente à la dépression, c'est-à-dire qu'il est asthénique, qu'il n'a plus envie de voir des personnes, qu'il n'a pas envie de sortir, qu'il n'a pas envie de manger, mais c'est de courte durée et les symptômes ne sont pas aussi graves que les symptômes de la dépression. Oui, et c'est un diagnostic qui est fait, il faut bien le dire, par un psychiatre. Le diagnostic d'une dépression ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. C'est vrai que le diagnostic de dépression doit se faire par un psychiatre, mais maintenant on a tendance à vulgariser, dans le cadre des formations médicales continues, à nos confrères généralistes pour qu'ils détectent la dépression. Parce que celui qui est déprimé et qui ne sait pas qu'il est déprimé, la première des choses, quand il a des signes de dépression associés à des signes somatiques, par exemple des céphalées, une constipation, des douleurs musculaires, des fois. Musculaires ou tout, c'est qu'il n'aura pas la présence d'esprit d'aller consulter un psychiatre. La première des choses à faire, c'est d'aller consulter le généraliste. Donc c'est à ce généraliste qui doit diagnostiquer la dépression, pas pour autant la prendre en charge, mais au moins la diagnostiquer et l'orienter vers le psychiatre ou le psychothérapeute en général. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris encore ce que c'est que la dépression, qui n'ont pas compris les symptômes, je vous propose de regarder un reportage qui va justement revenir qui va bien expliquer les symptômes de la dépression, mais aussi comment la traiter. La dépression est une maladie réversible lorsqu'elle est bien prise en charge. Regardez ce reportage signé Farida Muslim. Fatigue, stress, insomnie, perte de plaisir, s'agit-il d'un surmenage qui provoquerait ces troubles d'humeur ou parle-t-on d'un réel état dépressif? La dépression nerveuse, contrairement au sens large qu'on lui donne dans la population, est un trouble de l'humeur. Il faut savoir que l'humeur oscille entre deux pôles, un pôle positif qui est la joie et un pôle négatif qui est la tristesse, et qui dans les deux extrémités va de l'euphorie à la dépression. Pour détecter et amener jusqu'au médecin les personnes qui font un début de dépression, qui entament justement une dépression, l'un des plus faciles et des plus usités pour reconnaître ça, c'est le changement d'humeur d'une personne, à se retrouver à ne plus dormir, à diminuer sa quantité d'aliments ou à ne plus manger complètement. Alors on a dit le désintéressement, il y a des idées de culpabilité dans certaines situations, les personnes se dévalorisent, se sentent amoindries par rapport aux autres, et tout ça il faut toujours le remettre dans un contexte de vécu antérieur. Un mal-être à ne pas prendre à la légère, car il s'agit là d'une véritable maladie. Les avancées scientifiques concluent à l'atteinte neurobiologique qui cause la dépression. Donc par toute une armada de médicaments, nous pouvons régler ces hormones qui justement, venues à arriver en manque, causent la dépression. Voilà, donc nous avons des traitements et des traitements efficaces. Quand la dépression, qui a plusieurs stades, est modérée, on peut la traiter à titre ambulatoire. Ce sont des patients qui prennent dans un premier temps une thérapeutique et qui la prennent chez elles avec suivi régulier chez le médecin. Dans les cas un peu plus compliqués, qu'on appelle les cas sévères, il arrive que le patient déprimé ait des idées de suicide et de mort. Là, oui, il faut hospitaliser ce genre de patients et les suivre de très près, les avoir sous la loupe, le mieux étant dans un milieu hospitalier. Loin du simple coup de cafard, la dépression nerveuse est un trouble profond, car souvent les idées sont noires. ماشي مرتاح دائما ضايق عليك الدنيا ما تقدر تقصر ما تقدر تحكي ما تقدر تدير والو وتبقى دائما مغموم علاش حبيت سيدي كانوا يتبعوني يلعبوا لي على المورا شعلت الكوزينه شعلت الغاز ديت كوفرطان وخده شعلت الغاز غلقت الباب وخليته يمشي وقعدت داخل الكوزينه؟ وقعدت داخل الكوزينه. وعلاش قعدت داخل الكوزينه؟ باش نموت ننتحر نموت. وعلاش حبيت تموت؟ لا خاطر الدار تاعي واحد ما يحبني، كاع يكرهوني.
Empêchant les personnes de vivre normalement, la dépression nerveuse les entraîne vers un lourd sentiment de tristesse. Un diagnostic précis, un traitement adapté, accompagné d'un soutien affectif, les aidera à surmonter cette épreuve et aller vers la guérison. Alors on vient de voir dans ce reportage les complications aussi, on a vu les symptômes, mais aussi les complications et cette conduite suicidaire. Mais avant d'en arriver là, il faudrait peut-être parler d'un dépistage précoce justement. En Algérie, on l'avait dit à l'introduction, que la dépression est souvent diagnostiquée tardivement. Est-ce que les gens ont du mal à aller voir un psychiatre, docteur Natman? Les gens... Est-ce que ça reste tabou chez nous? Est-ce que les gens sont dans le déni? Dans le déni, peut-être pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette mystification du psychiatre, que les gens, généralement, refusent d'aller voir un psychiatre. Parce que dans notre culture, aller voir un psychiatre, ça sous-entend qu'on est fou. Qui dit psychiatre signifie automatiquement c'est la folie. Or, la dépression, c'est vrai qu'elle fait partie de toutes les pathologies mentales, mais c'est la pathologie mentale qui a plus la facilité à poser le diagnostic et à traiter aussi. Comme ça a été dit dans le reportage, les symptômes sont tellement évocateurs qu'on ne peut passer à côté d'une dépression. Et le pronostic est meilleur si on arrive à traiter très rapidement et de façon très précoce la maladie. Oui, peut-être que les gens ont plus facilement, s'orientent plus facilement vers un thérapeute, docteur Amel Larèche. Bon, c'est vrai qu'il y a la mystification du psychiatre. Seulement, ces derniers temps, les gens s'ouvrent à ça, font attention, ils font la différence entre un mal-être, entre une dépression. Et les gens s'ouvrent à tout ce qui touche à l'esprit. Personnellement, dans mon expérience, les personnes ne sont pas gênées à venir me voir moi ou aller voir un psychiatre. Ça vous est déjà arrivé d'orienter des personnes, par exemple, justement, vers des psychiatres pour se faire traiter? Tout à fait. Dans la dépression, le travail est commun, en fait. C'est-à-dire le volet médical, vous allez en parler peut-être tout à l'heure. Absolument, oui. Et la psychothérapie qui accompagne... Il y a une complémentarité. C'est complémentaire, voilà, tout Absolument. À fait. On aimerait revenir aussi sur les causes, peut-être, de cette... comment devient-on dépressif ou déprimé, professeur? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de dépression, c'est la maladie qui est multifactorielle. C'est-à-dire on ne peut incriminer une étiologie donnée, mais ce qu'il faut savoir, les données récentes de la science et des neurosciences montrent qu'il y a une certaine vulnérabilité génétique, dans un premier temps, et à partir de là, c'est un individu qui devient vulnérable et exposé à faire sa dépression. Exposé à faire sa dépression... Ça, c'est dû au vécu ou à un gène qui existe chez cette personne? Je disais que génétiquement, c'était déjà déterminé. Oui. Il y a une génétique, c'est la maladie... Parce que ces personnes aussi ont vécu peut-être la dépression de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ça aussi, ça fragilise une personne. Justement, j'en arrive, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le poids de l'hérédité, de la génétique. Et à partir de là, quand quelqu'un a une vulnérabilité génétique, il suffit qu'il soit soumis à un stress, peu importe l'intensité ou la durée du stress, il peut développer une dépression. Parmi les facteurs de stress, c'est ce que vous venez de décrire. Par exemple, il a assisté déjà à un malheur au niveau de la famille, un décès au niveau des parents, un parent qui s'est suicidé, un parent qui avait des troubles psychiatriques, etc. Tout ça constitue ce qu'on appelle l'environnement. Et c'est des facteurs qui peuvent aider, dépressogènes. Donc pour la dépression, vous avez aussi d'autres facteurs. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle maintenant la dépression d'origine organique, c'est-à-dire concomitante à des maladies chroniques, telles que le diabète, la maladie Parkinson, etc. Vous avez certains médicaments qui sont dépressogènes, qui sont connus. Donc vous avez la iatrogénie de la dépression aussi. Donc vous voyez que c'est un petit peu multifactoriel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas, entre parenthèses, n'importe qui va déprimer, mais il faut être déjà prédisposé pour faire une dépression. Oui, on va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on va revenir juste après pour parler des traitements. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان
مؤسسة في أوج النمو. Alors c'est une question recueillie sur la page Facebook de l'émission, puisqu'on a, je rappelle encore une fois qu'on a une page sur laquelle on reçoit vos suggestions, mais aussi vos questions et vos participations d'une manière générale. La question est assez intéressante parce qu'elle pose, la personne demande, est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui avec tout le stress et la fatigue que nous vivons ne nous rend pas tous quelque part déprimés et dépressifs, mais à des degrés différents? Est-ce qu'il y a le poids du stress et la fatigue quotidienne? Je dirais que vous n'avez pas tout à fait tort, c'est la réalité. C'est pas moi, c'est la personne qui a posé la question. Oui, parce qu'effectivement, il y a maintenant sur le plan étiologie de la dépression, il y a ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Oui, qui veut dire, c'est du japonais. Voilà, ça veut dire qu'à partir du moment où l'individu est stressé, donc ce stress va agir au niveau de l'hypothalamus, qui va donc sécréter certaines hormones, qui lui, à son tour, va agir au niveau de l'hypophyse, toujours au niveau du cerveau, qui va sécréter certaines hormones, qui va agir au niveau de la surrénale. Eh bien, figurez-vous que la surrénale va sécréter des glucocorticoïdes, de l'adrénaline, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress, oui. Et tout ça va faire qu'il y a un processus inflammatoire et qui est à l'origine de la dépression. Donc, si on résume, le stress induit finalement la dépression. Oui. Voilà comment on explique un peu les micro-stress répétés ou un stress majeur peut provoquer naturellement la dépression. Et ça s'explique scientifiquement de cette manière. Oui. Docteur Larèche, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement justement? Je pense que vous avez d'abord un rôle préventif quand on voit ce que vient de dire justement le professeur Natman par rapport au stress, par rapport au poids de la vie que nous menons tous les jours. Les thérapeutes peuvent agir déjà en amont. Tout à fait. En fait, déjà, agir au moment du diagnostic, parce que beaucoup de personnes font le mélange entre une petite déprime, un moment où toute personne passe par des moments où ça ne va pas parce que ça ne va pas au travail, dans la famille, et la vraie dépression, pour orienter déjà pour le diagnostic. Et si la personne est en petite déprime, on peut prévenir par un accompagnement, par des conseils, par des prescriptions de tâches qui font en sorte que la personne retrouve le moral en fait. Parce que dans la dépression, vous avez dépression, une perte de pression. On remonte un petit peu la pression de la personne dans sa vie, ce qui évitera le passage en dépression en fait. La prévention se fait à ce niveau-là, déjà avant que ça arrive, et une fois que ça arrive, on passe au traitement proprement dit avec l'aide du psychiatre. Justement, quels sont les outils d'un hypnothérapeute? Qu'est-ce que vous proposez de plus par rapport à un psychologue, par exemple? En fait, je ne parlerai pas en termes de plus ou de moins, je parlerai en termes de différents. En fait, l'approche hypnothérapeutique, c'est... Alors, qu'est-ce que vous proposez de différent? Qu'est-ce que l'hypnose propose de différent? C'est que déjà, c'est un travail de fond dynamique. Oui. Bon, il y a le volet où on va aller voir quelles sont les causes qu'on va traiter pour redonner de la pression dans la vie de la personne. Ensuite, il y a l'accompagnement aussi à ce que la personne retrouve une activité. Vous allez chercher le facteur déclencheur, en fait. Oui, le facteur, que ce soit un deuil, un stress, une mésestime de soi ou toute cause de la dépression. Oui. Ensuite, on va lancer la personne dans l'action. C'est-à-dire que c'est important que la personne retrouve une vie, une action, une activité. Et c'est pour ça que je vous parle d'un processus dynamique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste à écouter. On est là à écouter l'inconscient et ce qui se passe dans la personne, mais en même temps, on la pousse à aller vers la vie. On la pousse à faire des choses dans sa vie pour qu'elle puisse retrouver cette joie de vivre. Absolument. Et l'envie de vivre. Oui. Alors, en parallèle avec cet accompagnement, bien sûr, il y a un traitement pharmacologique. Lequel, professeur Natman? Comment traite-t-on une dépression? Le traitement de la dépression, c'est à base d'antidépresseurs. Oui. Antidépresseurs, ça veut dire que c'est des médicaments qui vont agir au niveau du système nerveux central en améliorant l'humeur. Ce qu'il faut différencier des amphétamines qu'utilisaient les gens pour avoir la forme, pour avoir la pêche, comme on dit, et pour être performant et percutant. Par contre, les antidépresseurs vont améliorer l'humeur qui était affaissée et qui est à l'origine de tous les symptômes qu'on avait décrits tout à l'heure. Oui. Les antidépresseurs sont toujours pointés du doigt parce que c'est un traitement lourd qui va induire des effets secondaires, mais aussi une accoutumance. Est-ce que, avec la nouvelle génération, par exemple, de médicaments qui sont aujourd'hui disponibles, cela a changé? C'est vrai que dans l'histoire des antidépresseurs... Les gens parlent souvent d'une sensation d'apathie, de ne pas pouvoir bouger, d'être complètement en déphasage avec la réalité. Est-ce que tous ces effets secondaires aujourd'hui sont atténués avec la nouvelle génération de médicaments? C'est vrai que les premiers antidépresseurs mis sur le marché, de première génération qu'on appelle, c'est vrai qu'ils donnaient d'excellents résultats. D'ailleurs, toutes les études maintenant
qui testent les antidépresseurs de dernière génération sont étudiés par rapport à la première génération, qui étaient très efficaces. Mais malheureusement, ils induisaient des effets collatéraux voilà, néfastes. Et pour lesquels non, pas d'accoutumance. Hein. C'est une classe de médicaments qui ne donnent pas d'accoutumance. Oui. Par contre, c'est vrai qu'ils donnent une prise de poids, qu'ils donnent l'hypotension orthostatique. C'est des effets secondaires qui poussent généralement les patients à arrêter le traitement. Oui. Mais par contre, avec les nouvelles générations, depuis les années 90, nous avons des molécules qui sont nettement améliorées et qui sont aussi efficaces que la première génération, c'est-à-dire qu'ils redressent totalement l'humeur, qu'ils corrigent la dépression en l'espace de quelques jours, avec beaucoup moins d'effets collatéraux. Je tiens juste à spécifier que le traitement de la dépression, ce n'est pas un traitement d'une angine ou le traitement d'une douleur. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Minimum, c'est 6 mois. Oui. Et au-delà, ça peut aller jusqu'à 1 année à 2 ans de traitement. Il faut avoir la patience. C'est beaucoup plus pour éviter la rechute. Oui, et on voit l'amélioration au bout de combien de temps? L'amélioration, elle commence à s'installer au bout du 15e jour du traitement. Déjà, il y a la correction du symptôme, du sommeil, oui. et il y a l'appétit qui commence à réapparaître. Et c'est à partir de là que l'amélioration survient progressivement. Oui. Est-ce que la dépression est une maladie complètement réversible ou il y a toujours des symptômes résiduels? Alors, complètement réversible, c'est trop dire. D'abord, c'est un état. On l'appelle épisode dépressif majeur. C'est un épisode qui peut ne pas avoir de lendemain, c'est-à-dire qui peut disparaître après la guérison. Mais malheureusement, quand il s'agit, si c'est une maladie endogène, ça veut dire s'il y a de la génétique, il y a de la vulnérabilité, etc. Quand on est soumis au stress, quand on est soumis au même stress ou au même environnement qui a généré le premier épisode, ça peut rechuter malheureusement. Mais quand même, il y a des patients qui présentent durant toute leur vie un seul épisode. Mais celui qui a présenté le premier épisode n'est pas à l'abri de rechute. Oui, donc on a tendance à dire que c'est une maladie chronique. Oui, et là, justement pour éviter cette chronicité, là je pense que le rôle des thérapeutes est très important pour préserver cet état justement de guérison, n'est-ce pas, docteur Larèche? Tout à fait. Déjà dans le suivi de l'épisode aigu, il y a, le patient ou la personne est vue régulièrement. Ensuite, on propose des rendez-vous à intervalles éloignés tous les mois par exemple ou tous les 2 mois, pour suivre la personne et éviter justement le risque de rechute. En fait, dans le traitement de la dépression, on préconise un suivi de 6 mois à 2 ans, pour être sûr que la personne va définitivement bien. Soit c'est pour éviter la rechute ou pour éventuellement prolonger le maximum la stabilisation du patient. Il fait important que la personne n'arrête pas toute seule son traitement médical. Ça se fait progressivement et c'est avec l'aval de son médecin traitant. Absolument. Il y a des personnes qui, dès qu'elles se sentent bien, vont arrêter leur traitement et là... Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de traiter la dépression sans antidépresseurs? Parce qu'il y a eu une étude américaine faite par l'université Duke. C'est une étude très sérieuse qui a été faite en 2016, une étude très récente qui prouve que le sport, par exemple, peut remplacer les antidépresseurs s'il est pratiqué à raison de 30 minutes, par exemple, 3 fois par semaine. C'est vrai que c'est décrit dans la littérature et c'est même prouvé sur le terrain que le sport améliore l'état de santé mentale en général, que ce soit dans les psychoses, que ce soit dans les dépressions ou dans les troubles des conduites alimentaires, un peu partout. Mais en face d'une dépression majeure sévère qui nécessite une hospitalisation,